Verrou, c'est Verdun. Bombardement de la ville fortifiée commence le 21 février 1916 à l'aube. 1 million d'obus tombent sur quelques dizaines de kilomètres carrés dans les premières heures de combat. Mais le réseau défensif de Verdun, bien que précaire dans les premiers jours, tient bon. Les assaillants sont bloqués dans leurs efforts. Pour ne céder aucun pouce de terrain, les hommes s'enterrent. Sols français et creusés du mouvement continue les tranchées du la mer du Nord à la frontière. On arrive dans les chambres. Ah, ta gueule! Les partisans font plus programme! On peut plus dormir ici, mon Dieu! Ah, c'est vous, capitaine Roussel? C'est rien, faites pas attention, c'est Fernand qui déconne un petit peu. C'est pas passé, hein, mon capitaine? Les gars, c'est pas passé. Hé, capitaine, si vous avez un petit coup de miaule, là, on en manque un petit peu, là, ici. Là. Regardez, Messieurs, prenez place. c'est des lits. Je sais pas si vous avez très bien vu. Sans attendre cette ultime réunion préparatoire à l'inspection du jour. L'horaire exact de l'arrivée de l'état-major ne nous a pas encore été communiqué. Par contre, je vous confirme la présence du général Pétain. Inutile d'insister sur l'importance de cette visite. Je compte sur vous pour que rien ne soit laissé au hasard. Ah, Roussel, nous avions commencé sans vous. Désolé, mon général, j'étais retardé à l'infirmerie. Ne vous excusez pas. Bien, messieurs, l'ordre du jour d'abord. Vos questions seront les bienvenues, mais je vous demanderai d'être concis. Premier point. Les sections présenteront les armes. Elles ont été choisies parmi celles qui ont le plus souffert de ces derniers jours. En voici la liste. Escoffier, ceci est de votre ressort. Vous avez tous pris connaissance de la circulaire précisant le détail de la visite de l'état-major pour mémoire. Je vous rappellerai que le général visitera le central téléphonique, le dépôt de vivres, les magasins de munitions, la boulangerie. Duval, vous veillerez à désigner à chacun de ces postes un homme susceptible de s'entretenir avec le général si celui-ci le désire. Différois, quelque chose à dire? Je m'étonne simplement de cette mesure, la parole des soldats sur les suspects. Il s'agit simplement de bien mettre en place l'ordre des choses. Et accessoirement d'éviter les écarts de langage. Un homme en armes sera placé à chaque détour de galerie. Ah, Fermier, à propos, l'atmosphère est irrespirable aux abords de l'infirmerie, malgré la ventilation. Vous veillerez à ce qu'on renouvelle l'encens dans les boîtes prévues à cet effet. Pardon de vous interrompre, Rollin. Une fois de plus, nous apprécions votre légendaire sens de l'organisation. Mais êtes-vous sûr de bien vous rendre compte d'une chose? C'est que nous sommes dans une citadelle en guerre depuis 2 ans. Expliquez-vous. Va pour l'encens, va pour les courbettes, va pour les boutons de guêtre astiqués. Mais dites-moi, c'est ça pour vous, Verdun? Vous me surprenez, Ferroy. Nous sommes en plein coup dur. Plus que jamais, la discipline est de rigueur. Je suis navré de le rappeler à un officier de votre rang. Nous ne sommes pas en plein coup dur. En général, nous sommes en plein dans la merde. Ce n'est pas l'infirmerie qui peut, mais toute cette guerre entière qui peut. Et vous? Vous vous préoccupez des narines de l'état-major. Petit Ferroy, je vous somme de mesurer vos paroles. Notre devoir, actuellement... Eh bien, non! Voilà. Il y en a marre d'astiquer les cadavres pour qu'ils soient présentables le jour de l'inspection. Notre devoir, c'est de dire et de répéter sans cesse à votre état-major que les bifins crèvent de trouille là-haut, qu'ils ne mangent qu'un jour sur 2 dans leur trou à rats. Ce n'est pas avec de la viande et du pain rassis que l'on affronte le diable. Petit Ferroy, je ne permettrai jamais. Je sais. 6 000 hommes à faire vivre dans 7 kilomètres de galerie. La discipline, les règlements intérieurs et puis les grands choix stratégiques. Oh, je sais, vous savez tous. Écoutez, Paul, nous nous connaissons tous les deux depuis très longtemps. Saint-Cyr, avant la guerre, tout allait bien. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est la guerre avec des cortèges d'horreur. Alors fourrez-vous dans le crâne que le sort de Verdun se joue avant tout dans les flaques d'eau et dans la boue. Là où des braves types qui n'avaient rien demandé à personne chialent et meurent avec les rats, le gaz, la vermine,
Et ces braves types tiennent toujours. Parce qu'on leur a dit de tenir. C'est ça aussi, Verdun. Il faudra bien nous dire à qui de droit. Du Ferroy, vous ne mettrez pas en cause. Une seconde de plus. Le commandement. Dernier, rappelez-nous pour mémoire ce que vous et vos hommes endurez depuis 6 mois, nuit et jour. Messieurs, vous me permettrez de ne pas entrer dans ce cas. Pour mes brancardiers, c'est une question. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils mangent de pansements, de coton, de gorgardine d'alcool. J'espère que vous allez bien entendre. En un clin d'œil, les blessés, suivez bon. Celui qui a une chance de s'en sortir. Et celui qui passera par là. Ils payent de leur vie pour cela. Alors, je vous en prie, un peu de dignité. C'est trop bien fait. À Verdun, on se bat pour une colline, un bosquet, un mamelon. Quelques centaines de mètres gagnés et reperdus 10 fois de suite. Le fort de Vaux tient grâce à une distance prohibée des Français. Celui de Douaumont est repris grâce à leur courage. C'est l'artillerie lourde et légère qui prime désormais. Les gardes font leur entrée en guerre. Les lance-flammes sèment la terreur dans les rares corps à corps. Les chars apparaissent et la maîtrise du ciel devient un enjeu disputé. On ne passe pas, tel est le mot d'ordre. Des centaines de milliers de soldats français, métropolitains ou coloniaux, vont s'arc-bouter à cette idée, au prix de souffrances et de pertes terrifiantes, par la plus grande bataille de l'histoire. 115 divisions françaises seront engagées en 4 ans de combat. Quelques-unes connaîtront 2, 3, voire 4 fois l'enfer de Verdun. Le bilan parle de lui-même. À Verdun, aux 260 000 morts français, répondent les 275 000 morts allemands. Au total, près d'un demi-million de morts et 800 000 blessés. C'est super beau. Donc là, les gaz, elles vont sécher. Les manches. Toujours aussi chaud ici, hein. Ah bah tiens, voilà notre Jaco. Et dis donc, Molo, on doit souvent voler par ici, quoi. Et c'est qui que l'ordinaire suffirait pas de l'environnement? Attention, hein, faut pas oublier les instructions, mon gaillard. Pas une boule de perdre. Tiens donc, d'abord vos boules elles arrivent au fond toutes sèches comme du cuir. Vous êtes tout fiers d'en enfourner 25 000 par jour. Et je suis un peu fou de demander sur vos moustaches pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui tombent à côté des sacs. Tu sauras que je suis ici en mission secrète. Et en mission secrète, elle. Voilà, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Commence pas à l'embêter. Et c'est pour moi. T'as ce qu'il faut. Tiens, dis pas quelle anglaise à bout doré. C'est pas du tout mon cul, ça, hein. En direct de l'état-major. Mais c'est donnant-donnant, hein. T'inquiète, gamin. Albert n'a qu'une parole. Regarde. 2 boules. 2 rations de chocolat. T'auras même 3 cibiches en râpe. Bah, c'est qu'il deviendrait des brouillards, tu vois. Mais dis donc, toi. Mais il va falloir te trouver une marine de guerre, hein. Pas n'importe quoi, une spéciale. Tu vois ce que je veux dire?
Une vraie, qui t'apprenne ce que c'est qu'être un homme. Bon, tu remets la même chose à ton Nicolas, puis t'enlèves tous les tontons là que t'as dans la tignasse. Et moi, je t'arrange le coup. Je t'ai pas attendu pour ça, hein. J'ai déjà vu tout ce qu'il y a à voir sous les jupes de Fleury. Alors trouve autre chose. Ouais, appelons, je me sens. Ça va être bon. Salut Jaco. Le Fleury? Ah, pourquoi il parle de Fleury? C'est de là-bas qu'il revient. Fleury, près de nous. On l'a retrouvé dessus une maison. Tout le monde était écrabouillé tout autour. Là, ça en fait une belle santé ici. Allez, vas-y Nicolas, passe-moi la farine. Oui. René, elle est fou, nom de Dieu. Mais ça rêvasse là. Allez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des tables. Ah, vous voyez pas. Il y a une lumière et là il y a les tables en bas. Super beau. Mais je ne retiens rien de ce que j'ai dit. Mais j'admets votre souci de faire de la citadelle un poste logistique irréprochable. Accueillons donc comme il se doit l'état-major. L'incident est clos, les Ferrois. Et je comptais vous demander d'escorter la délégation du conseil municipal de la ville de Verdun qui est restée dans la citadelle. Roussel vous accompagnera. Eh bien, Roussel, vous ne dites rien? Je n'ai rien à dire, en général. C'est vrai qu'il faut tenir la place, puisque le sort de la nation en dépend. C'est vrai aussi que les hommes crèvent là-haut comme des bêtes. Vrai aussi que c'est l'été en Bretagne, en Poitou, sur les bords de la Loire, et que c'est l'enfer à Verdun. Pardonnez-moi, je ne sais plus rien. La fatigue, sans doute. Mais je suis à vos ordres. Reprenez-vous, Roussel. Nous avons tous à parler de la même voix. Il en va de la crédibilité de l'armée. Allons, messieurs. Reprenons donc le détail de la visite de l'état-major. Je devais avoir 18 ans. Nous étions dans le champ de pommes de terre, juste à la pique de la mer. C'est là que je l'ai vu. Mon premier avion. Il avait plu la veille. Ça nous faisait une terre grasse, luisante, raffolante, comme une mer qu'on ne voudrait jamais quitter. Précisément, j'allais partir. Moi, je ne voulais pas. Je voulais rester comme les autres, dans l'odeur des lacours, des bêtes, du vent qui fouettait les toits. Là-bas, les goélands piquaient vers la pointe du Rhin. Et je l'ai vu. Un éclat de soleil sur le métal du fuselage. Mon premier avion. Ça a été comme surnaturel. Je suis parti là-haut. Je me suis mis à glisser par-dessus les bocages, les haies, l'horizon libre, les bras grands ouverts. Là en bas de nous, il y a de la terre. Donc là les gars, ça faisait comme si on était dans l'avion et on voyait la maquette au sol. Donc c'était une maquette et elle est super grande. Émile, tu restes?
Les rapports sont formels. À cet endroit précis, ils sont silencieux depuis près de 10 heures. Ils n'ont pas lâché pour autant. Alors le vertige, les mains mortes, la peur du vide. Est-ce que Fiek dit la météo pour cette nuit? Nuit claire, ça va être dur pour les coureurs d'arriver de ligne. Les listes de la zone ici, tous, oiseaux tombent. Moi avec lui. Tu fais quoi? Attendre quelques heures encore, s'il n'y a rien à l'eau, le nouveau barrage d'arrivée. Là, j'ai peur qu'une saloperie leur part. Alors, contourner le feu rouge. Là, ça commence. Je peux pas! qui sont fait exploser par un éclat d'eau. Septembre 1916. 7 mois déjà que Verdun courbe le dos sous le feu, l'acier, la poussière, la boue. On ne songe pas encore à compter les morts, il faut d'abord tenir, quel qu'en soit le prix. Et Verdun tient toujours, forçant l'admiration non seulement du pays, mais du monde entier. Le 13 de ce mois, au plus fort des combats, en présence de Raymond Poincaré, président de la République, la ville reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Les pays alliés s'associent à cet hommage exceptionnel. La Russie décore la ville de la Croix de Saint-Georges, l'Angleterre de la Military Cross, l'Italie de la médaille d'or de la valeur militaire, la Belgique lui décerne la Croix de Léopold Ier, la Serbie la médaille d'or de la bravoure militaire, le Monténégro la médaille d'or d'Obilic. Verdun devient ainsi la ville la plus décorée de France. Donc là les gars c'est les médailles. C'est la médaille.
personnes qui étaient à la guerre durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et on est à Verdun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir quitter votre véhicule et de vous diriger à pied sur votre gauche vers la cérémonie du choix du soldat inconnu. T'as vu, même là, il y a des déchets. Mais bien sûr, c'est en plastique. Des juifs comme enfin épuisés, des armes se taisent. Armistice est signé le 11 novembre 1918 à Retour. Un instant de silence incrédule, le monde retient son souffle, et c'est l'explosion de joie, indicible. Avant que chacun ne fasse l'inventaire de ses plaies, les pays exsangues, une famille décimée, les hommes meurtris. La Grande Guerre a fait son œuvre. La guerre est finie, il nous reste à gagner la paix, déclare Clémenceau. Une longue tâche qui se fera sur les socles du souvenir. C'est fini. C'est fini le jeu. Un peu, ouais. C'est pas clair. C'est clair. Ouais. J'avais pas pensé dans ce sens-là. C'est moi, je pense. De toutes les nations, c'est les morts. Avec les personnes. En l'honneur du soldat inconnu mort pour la France, ouvrez banc. 10 novembre 1920. Les cercueils contenant les restes de 8 soldats français non identifiés tombés sur les différents champs de bataille sont alignés dans la salle des fêtes de la citadelle transformée en chapelle ardente. Toute la journée, la population a défilé pour leur rendre hommage. 15h30. En présence des autorités civiles et militaires, André Maginot, député de la Meuse, ministre des Anciens Combattants, s'avance vers le soldat Auguste Tain, l'un des rares rescapés de son régiment. Il lui tend un bouquet de fleurs tricolores. Le soldat Tain, la gorge nouée, hésite. Le bouquet en main, le fit un tour d'honneur, gravement, pieusement, pour honorer les 8 cercueils qui étaient devant moi. Et au cours du 2e tour, je déposai gravement également mon bouquet sur le 6e cercueil. Je voulais donner une raison à mon choix, et en regardant l'écusson de mon régiment, il m'est venu à l'idée de totaliser les chiffres de mon régiment. Le total faisait 6. Le régiment faisait partie du 6e corps. Je pensais que je choisirais le 6e corps. C'est pour cette raison que j'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil. En l'honneur du soldat inconnu mort pour la France, fermez le banc. Le lendemain, 11 novembre 1920, après les cérémonies d'usage, la dépouille du soldat inconnu, symbole des enfants de France disparus dans la tourmente, reposait à Paris, sous l'arc de triomphe. La
super beau. Regardez ça, les gars. Waouh. Regardez, c'est la roche, elle a été creusée. Maman, viens voir. Regardez, c'est dur là. Viens voir. C'est incroyable. Papa, à quoi ça sert ça? À quoi ça sert ça? C'est un monsieur qui a dû tailler ça dans le bois, dans les tranchées. Ok. T'as vu, mon gars? Ouais, vache. Putain, vache. Quand tu vas bouleverser. Vache. Alors là, on a qui? On en a. Vous avez vu comment ils sont habillés? Et dans les commentaires, dites pour comment on appelait les Français. Moi je sais déjà. Faites poser et marquez dans les commentaires. Les Français ils s'appelaient les poilus. Voilà. J'espère que vous avez joué le jeu. C'est quoi? C'est un obus? Ouais. T'as vu ce que dans les taquets? Ça peut exploser comme ça, quoi. Quand tu vois la main. Wow. Et ça doit être la pièce. Ça c'est épais. What? C'est méga épais. C'est méga épais. Tu vois comment ça peut te retourner la garée, tu te dis une jambe, ça fait mal. Bah non. C'est comme dans la 7ème compagnie. Quand c'est tout seul. Alors je crois lui il a reçu une balle dans la tête, mais je suis pas sûr. Un éclat. Un éclat d'obus. Lui aussi. Tous les combattants français, c'était des polis, ils étaient fait Pas tous, pas tous. Puis les Allemands, c'était les cascapins, parce que finalement, ouais. il y a tous ces petits bouts. Ils avaient tous fait? Ouais, les cascapins. Ah ouais. Les chefs allemands ils avaient ça. C'est trop bien. Et ça, c'est super beau. Et c'est aussi les chefs qui les portaient ça? Non. Bah, tout le monde. Après, il y a suivant. Il y avait des casques d'apparat aussi, quoi. Mais en fonction des régiments que qu'ils étaient, ils avaient des équipes différentes. Ils étaient dans l'infanterie, la cavalerie. Ok. L'artillerie. Et ça, on peut dire que ça tranche un homme. Ça. C'est les baïonnettes qui étaient au bout des fusils. C'est ce que je dis, ça a tranché des hommes. Ah ouais. Ça, c'était utilisé dans les deux camps? Ouais. Ah ouais, ils avaient des baïonnettes. Mais la plus grande partie des gens qui mouraient, c'était les obus. C'était pas tant les combats corps à corps, mais il y en a eu. La même grande partie, 80% des gens qui mouraient sur le front, c'était à cause des obus. Bah, en même temps, ils se faisaient bombarder d'obus. Hein. Tout le temps. Si t'as une chance de malade, c'est de survivre jusqu'au bout à la fin. Puis la terre s'est retournée, quoi. Même si je prenais pas sur la tronche, j'avais pris des lames d'écart sur eux. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ce sont les réconforts pour la vie de l'autre. J'ai quatrième. On est instant, c'est le porte-parole. Bon bah voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée.